Hey! Bienvenue sur Radio Jab. ASMR. Steph et Sarah dans la place. Steph et Sarah dans la place. Salut Steph! Salut Sarah. Ça va? Salut les auditeurs, ça va très bien. Nous sommes réunis en ce lundi 30 janvier, on ne sait pas quand l'épisode sera diffusé, dans le studio pour parler d'argent. Standing ovation du coup. Pour parler d'argent et sur un sujet en particulier qui est de se faire payer. Wouhou! Ouais, aussi. On a choisi de parler de ce sujet parce que c'est souvent un sujet compliqué, c'est très difficile de se faire payer, c'est très difficile de se vendre. Quand les gens disent se vendre, en fait, c'est aussi mettre un prix sur leur service, sur leurs produits, etc. Et on a beaucoup de mal en général à se valoriser et à se valoriser en argent. Parce qu'on n'a pas beaucoup de mal à dire qu'on fait un bon travail, ça en général, ça peut aller. Globalement, on sait quand on a une expertise, quand on sait faire des choses bien. Mais en revanche, connecter ça avec une valeur monétaire, c'est plus compliqué. Yes, c'est ce qu'on va aller regarder aujourd'hui. Donc ça touche plein de sujets, on a plein de thèmes à aborder avec vous. Celui de la confiance, celui du rapport à l'autre et de ne pas vouloir casser des relations. Celui de parfois négocier, mais pourquoi en fait? Comment je lis ça à des objectifs importants pour moi? Donc on va regarder un petit peu tous ces points. Oh yeah, mais on peut commencer peut-être par des définitions, des choses un peu simples sur lesquelles on se met d'accord, on va dire. C'est parti. Moi, j'enverrais le premier truc là, je dirais que globalement, on se fait toute une idée du prix, mais en fait, c'est jamais trop le problème. C'est-à-dire que moi, je voudrais plus qu'on parle de confiance, qu'on parle de valeur, plutôt qu'on parle de prix et de négociation, quoi. C'est-à-dire que, en fait, le prix, c'est juste un résultat. Si ce que je vends à la personne, ça a une bonne valeur pour elle, alors je vais pouvoir mettre un prix élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, on base notre prix et ce qu'on vaut sur du temps passé, par exemple, sur un inventaire, c'est-à-dire de la matière première ou des choses comme ça. Et quand on fait ça, en fait, on vend une commodité. C'est comme voilà, le cours de la farine, du sucre, peu importe. C'est basé sur des matières premières et en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée. Or, quand on fait un travail, il y a de la valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au problème que ça résout chez mon client, mon prospect, la personne à qui je veux vendre, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bien faire payer, enfin se faire bien payer, ça commence par faire la bonne vente. Exactement. Et que c'est plus difficile d'aller se faire payer derrière et de dire oui, mais t'as pas passé autant de jours qu'il fallait, oui, mais je t'ai rajouté un jour gracieusement et ce genre de choses. Tu rentres dans les mauvaises conversations, alors que si au préalable, t'as bien défini la valeur et le prix, en fait, c'est la solution. Enfin, la valeur de la solution, normalement, tu rentres moins dans ces conversations-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand tu vois les problèmes de facturation, c'est quand on s'est défocalisé de cette valeur, de revenir sur « Attends, en fait, le problème qu'on résout, c'était ça. Est-ce que c'est résolu ou non ?» Enfin, voilà, ouais. Parlons plutôt de ça, plutôt que de la durée, du TJM, etc. Et en fait, c'est assez dur, je trouve, de revenir tout le temps à la valeur, parce que déjà, c'est pas dans les habitudes des gens. Les gens, ils ont plutôt l'habitude de dire qu'est-ce que j'achète. Les gens sont très stressés sur concrétiser concrètement qu'est-ce qu'ils achètent. Tu peux avoir une super conversation avec eux, trouver des problèmes, des trucs qui leur font vraiment mal et qui leur coûtent cher. Quand tu présentes ce que tu vas vendre, ils te ramènent toujours à des comparables. Ouais. C'est ça qui est aussi assez difficile. À des grilles, des cases, je vois, j'avais la conversation pas plus tard que la semaine dernière, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire de mieux que t'achètes d'atteindre tes objectifs, c'est-à-dire vous avez un objectif de nombre de rendez-vous, de CA, t'achètes ça. Oui, mais comment j'arrive, il y a quoi dedans, etc. En fait, je comprends que tu te dises il y a quoi dedans. Exactement. Enfin, c'est assez logique finalement. Mais que, en fait, c'est pas le bon calcul, c'est-à-dire que comment, si je suis pas moi expert de ce que j'achète, ce qui est logique si j'achète, je vais savoir combien de jours il faut ou combien d'énergie ou en fait j'aurais beau vouloir checker, faire une espèce d'audit de si c'est le bon truc que j'achète, je peux pas savoir, sinon j'en aurais pas besoin en fait. C'est ça aussi. Si j'étais expert de ce sujet, j'en aurais pas besoin.
Or là, j'achète. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'une expertise extérieure. Ouais. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est vachement dans les mains du vendeur, de la personne qui vend, d'avoir cette pédagogie-là aussi, je pense, de bien clarifier ce que tu achètes, parce que derrière, tu vas pas pouvoir te faire payer quoi, si c'était pas clair ce que la personne a acheté. Et après, parfois, au fur et à mesure, ça change un peu parce que les gens reviennent à leurs mauvaises habitudes. Donc, par exemple, j'avais une conversation là récemment avec un client qui me dit bah, c'était trop bien ce qu'on a fait ensemble, ça a hyper bien marché, mais voilà, a posteriori, je trouve ça cher. Alors, du coup, c'est difficile à comprendre quand quelqu'un te dit c'était trop bien, mais finalement, c'est un peu cher. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut essayer d'aller creuser. Et en fait, il y a un mélange entre plein de choses, je pense. C'est que quand j'ai fait la vente, on est parti du principe que les équipes étaient déjà dans une dynamique de vente, etc. Et en fait, il a fallu repartir de vachement plus loin et donc fournir un travail vachement plus important. Et donc, ce qu'on avait prévu sur le retour sur investissement, entre guillemets, les deals qui allaient être signés, bah, il n'est pas exactement à l'objectif. Ouais. Sauf que tout ce qu'on a transformé dans le fond, c'est ça qui va permettre sur la durée que ça marche. Je trouve que c'est toujours intéressant ces conversations quand ta matière, c'est l'humain. Enfin, comme nous, c'est le cas. C'est ça. C'est vachement difficile. Et en fait, en y repensant, je me dis, dans la vente, j'aurais pas dû parler du nombre de deals signés. J'aurais dû surtout me concentrer sur la valeur que ça avait de transformer la culture, sur le long terme, etc. Mais en fait, moi, je me suis fait un peu embarquer dans le truc de ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on signe comme deal, et ce truc qui me tire vers la concrétisation exacte de l'accompagnement. Et c'est hyper normal en même temps parce que tu veux pouvoir avoir ce truc, comme on disait tout à l'heure, un problème solved, un problème résolu, bien identifié, où tu te dis, bah, boum, on a atteint l'objectif. Je veux dire, nous, dans ce qu'on fait, il y a une notion de performance commerciale, il y a une notion de chiffre, de deal, et même s'il y a toujours un énorme élément culturel, on a tendance à moins le valoriser parce qu'il est aussi moins tangible. Et en même temps, je trouve ça très bien qu'ils trouvent que ce soit cher. Ah, c'est bien d'être cher alors En fait, c'est désagréable quand on te dit ça, mais la réalité, c'est que ça amène aussi une autre conversation. Ça amène une conversation de pourquoi, si ça a bien marché, tu trouves ça cher. Et pourquoi ? Il y a des croyances à désamorcer. Ouais. Tu vois. Est-ce que c'est juste une habitude et un réflexe où tu te dis j'essaye de négocier à tout prix, comme on disait tout à l'heure? Ou est-ce que, justement, il faut challenger plus pour arriver à faire plus et se focaliser sur des meilleures choses? Ouais. Par exemple, là, il se peut qu'on ne soit pas focalisé sur les bonnes choses. En fait, ce n'était pas le sujet, les deals. Peut-être. Enfin, in fine, ça le sera. Ouais. Mais peut-être qu'il fallait se concentrer plus sur ouvrir telle ou telle opportunité, tu vois. Des choses qui étaient plus proches de là où ils en étaient à ce moment-là. Je reviens sur ce que tu disais sur négocier pour négocier. On en a parlé en préparant l'épisode. C'est vrai que parfois dans ces conversations de se faire payer, il y a toujours ce truc de et où négocier un montant. Il y a toujours ce truc de je vais négo. Mais en fait, parfois, tu sais même pas pourquoi tu veux négo. Tu veux juste te dire il faut négocier. Ouais. C'est une règle du business. Non, je ne suis pas une business personne si je négocie pas. Et en fait, c'est dommage, t'y perds parce que tu passes à côté du sens qui est en fait quel sens ça a pour toi d'avoir un prix plus bas ou d'avoir plus pour le même prix ou de te faire augmenter ton salaire, etc. Et d'ailleurs, nous, on aime bien dire aux clients que le moment où ils doivent négocier, c'est qu'ils sont déjà perdus, quoi. Ouais. Pourquoi on dit ça ? Si t'es pas arrivé à un accord sur le bon prix, en fait, sur le bon prix qui reflète la bonne valeur, c'est là où tu vas devoir négocier. Et du coup, tu négocies hors sol, quoi, complètement coupé des vrais sujets. Typiquement, j'aide une nana, coucou, sur sa négociation de salaire. Donc déjà, ça s'appelle négociation de salaire. Wow. Ok. Et au début, elle me dit, ouais, je pense que je vais dire 55 000, comme ça, eux, ils vont parce que comme ça, après, ils vont me dire, bah non, 50, et du coup, on va tomber sur la moitié, quoi.
Point. Pourquoi c'est pas la bonne Et j'ai dit, non, mais en fait, on n'est pas au souk, quoi. On se calme. C'est quoi le délire? Steph nous fait un full bruitage aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je suis full DJ. Et en effet, t'es pas en train de négocier des tapis, t'es en train de négocier un salaire sur la base de missions que tu vas avoir à faire, sur la base de valeurs que tu vas apporter à l'entreprise. Donc ça n'a pas de sens d'être, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus ce que tu as utilisé comme expression, j'ai bien aimé. Un truc trop bien, je pense. Ouais, je vais te refaire la conversation. Il faut savoir qu'en fait, Gaze, on a déjà enregistré cet épisode en préparant. Non, mais clairement, quand on préparait, j'étais genre heure. vraiment en mode, en fait, on devrait être en train d'enregistrer. C'est pas grave. Non, ce que je disais tout à l'heure, donc pour les négos de salaire, même au truc où on se dit, faut négocier, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien dire que souvent, les gens disent je négocie parce que j'ai travaillé comme un ouf cette année, donc je le mérite. Et quand tu te mets juste du point de vue de l'employeur, déjà, petite casquette cynique, mais c'est déjà fait en fait, meuf ou gars, le travail que tu as accompli. Donc voilà. Ça fait aussi un peu, je vais réclamer mon dû, c'est jamais hyper agréable, même si tu ressens que c'est vrai. C'est jamais agréable. Et donc, comment est-ce que tu rends kiffant à ton employeur de t'augmenter? Eh ben, tu regardes un petit peu dans le rétro quand même. Je dis pas qu'il faut faire table rase du passé et de dire, voilà ce que j'ai accompli cette année, les skills sur lesquels j'ai progressé. J'ai level up et j'ai level up l'entreprise. Ouais. Et voilà comment j'ai prévu de continuer de level up le game. Et je pense que c'est un plan qui mérite X compensation de salaire. Ça va? Et tout de suite, c'est vachement plus une co-construction versus une affrontation dans ce truc ridicule de jeu d'échecs de, en effet, je vais proposer X et il va me dire Y, mais avec un bonus, ça fait Z. Ouais. Et vraiment, genre, comme j'ai dit, c'est vraiment négocier pour négocier versus, tu peux aussi être transparent, dire, j'ai un projet de vie cette année qui est X, je vis ça, comment on rend ça possible, qu'est-ce que ça veut dire pour la boîte, comment est-ce qu'on aligne nos intérêts, etc. Donc, ces conversations de se faire payer, moi, j'aime bien essayer de les lier aussi à tes objectifs perso dans la vie. Les moments où, même si tu te rends compte que c'est trop tard, même si tu es mal à l'aise avec l'argent, tu sais que, je donnais l'exemple, tu as envie de te payer tes vacances, et si tu es freelance ou que sais-je, ou tu négocies une augmente et que tu as un but vraiment précis d'un truc qui te tient à cœur, tout de suite, ça va te faire un peu sortir de toi-même au-delà de vraiment la négo de tapis, quoi. Et je trouve que ça, c'est toujours intéressant. Parce que quand les enjeux sont plus et que c'est plus personnel, en tout cas, moi, je me dis, putain, mais merde, en fait, blablabla. Oui, voilà. Et tout ce que je viens de dire, je dis, mais c'est ça le vrai sujet. C'est plus important, quoi. Exactement. Mais ça me fait sortir les vrais sujets. Je vois ce que tu veux dire. Et par exemple, si on revient à quand tu vends quelque chose, quand tu vends soit ton temps, un service, etc., je pense que c'est intéressant parce que à la fois, j'ai envie de décorréler du temps passé, c'est-à-dire que j'ai envie de vendre de la valeur, c'est-à-dire résoudre un problème, et pas mon temps passé, jour homme, machin, où je me login sur le temps que je travaille, etc. Et à la fois, j'ai envie de compter aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire pour combien je le fais pas. Ouais. Hein, parce que le temps, tu l'investis. Tu vois, genre, on sous-estime complètement l'investissement de temps qu'on fait. Ouais. Et c'est la seule ressource que tu peux pas gagner derrière. Quoi. Ouais, tu peux pas la gagner. Genre, dis-toi, dans une journée, le temps que tu as investi, sur quoi tu as investi ton temps, et est-ce que c'est aligné avec ce que tu as envie de faire, ce que tu gagnes, ce que tu apportes comme valeur, etc. Quand tu le fais bien, ça peut faire mal, je trouve, cette question. Ouais, parfois je suis en train d'y penser pour moi-même. Tu regardes tu regardes ta semaine, quoi. Et tu te dis, OK, comment j'ai investi mon temps? Et je trouve que c'est intéressant parce que les semaines où vraiment tu as bien investi ton temps, waouh, c'est trop bien. Enfin, tu te dis, j'ai grave créé de valeur. T'es porté, quoi. I'm worth it, parce que je le vaux bien. Et les semaines où tu l'as pas fait, tu ressens le coût énorme de ton temps. Et tu te dis toi-même, putain, je suis pas payée pour ça, quoi. Genre, il faut que... Non, mais c'est vrai. Et ayant dit tout ça, d'ailleurs, après, qu'est-ce que tu mets en action? Tu te dis les trucs que je veux plus faire, comment je les délègue, comment je les automatise, comment juste je dis non. Tu vois, des missions où tu te dis... Il y a des missions où t'es même pas motivé d'aller te faire payer parce que t'es un peu en mode, j'aurais même pas dû faire cette mission, en fait. En fait, c'est exactement ça. Parfois, tu vas baisser tes prix parce que tu veux closer le deal, mais tu le payes tellement derrière. C'est-à-dire que tous les jours, tu le payes. Ouais. Tous les jours, tu te dis, mais...
c'est horrible, je suis mal payée, je suis truc, ça va pas, ils nous demandent tout le temps des trucs. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que ça nuit à la relation, ça nuit en amont et en aval. C'est-à-dire que quand tu fais la mauvaise vente et que t'es pas basé sur la valeur, les gens ils vont te prendre pour un prestataire, ils vont mal te traiter. Ils vont te demander tout le temps des trucs par email sans bonjour, sans au revoir. Ils vont jamais te répondre, etc., etc. Et toi, déjà, t'en veux pas. Pour peu que t'aies un peu le syndrome de l'imposteur ou un besoin d'approbation, mais t'es fini. Genre ça, t'es dans le vortex. C'est horrible. Exactement. Et donc, déjà, commencer ta relation comme un prestat et pas comme un partenaire, c'est chiant. Ouais. Vraiment, on point. C'est chiant. Et ensuite, une fois que t'es dans la relation de travail, etc., ça va créer des frustrations parce que toi, t'es frustré du démarrage. Donc, tu vas essayer d'y allouer moins de temps. Tu vas essayer d'y allouer moins d'attention, moins de cœur, quoi. Et du coup, eux, ils vont être moins contents. Donc, ils vont encore plus te faire chier. Et donc, toi, tu vas être encore plus en clash, entre guillemets. Ouais. Et donc, ça fait une spirale qui est assez mauvaise. Et parfois, il vaut mieux avoir perdu le deal parce que la personne ne sait pas acheter de la valeur ou toi, t'as pas réussi à lui vendre, plutôt que de se lancer dans une relation où on n'est pas bien, quoi. Ou à contrario, ce qui a pu m'arriver, c'est de aussi dire mais pourquoi il voit pas ma valeur? Toi, tu continues à essayer de vendre ton max valeur, quoi, et la personne continue de voir ça comme une commodité. Donc, il a des attentes. Moi, j'accompagne des clients sur la brand, la stratégie de contenu, vraiment le positionnement, des choses assez stratégiques et long terme, et des clients qui me disent, tu peux me faire des posts LinkedIn? Tu vois, genre cool, mais en fait, comment on fait un post LinkedIn? Et c'est hyper frustrant parce que je suis là, moi je te parle de créer le futur Nike en fait, donc je vais pas te rédiger des posts LinkedIn. Et je dis mais non, mais et j'essaie de revendre mon truc, mais en fait c'était juste pas ça qu'il avait acheté. Et du coup ta mission elle est. Mais c'est ça je trouve qui est assez dur aussi, c'est de rappeler à chaque fois ce que la personne a acheté. Ouais. De lui rappeler. Ouais. Et en fait c'est dur parce que t'as pas envie de laisser tomber le truc, tu vois. Et il y a des choses qui sont de l'éducation, surtout acheter de la valeur, tu le disais aussi tout à l'heure, c'est un bon point, c'est pas le réflexe de tout le monde. La plupart des gens n'achètent pas comme ça. Pour autant, ça veut pas dire que tu dois pas leur vendre. Ils ont quand même un problème et tu sais que t'es la bonne solution. Mais du coup, comment est-ce que à chaque instant, c'est pas un truc qui se règle juste au moment de la vente, quoi. Les gens vont retourner dans leur quotidien, leurs habitudes, et toi, à chaque fois, tu dois remettre le cadre, te dire juste pour te rappeler, voilà ce que t'as acheté, voilà la valeur que je te livre. Et la réalité dans tout ça, c'est aussi que si les gens n'ont pas acheté assez cher, enfin un prix assez élevé, ils vont pas s'engager pareil. C'est clair. C'est-à-dire que si tu as acheté un service, un produit à un prix, bon, ça te fait pas du tout mal, tu peux très bien le zapper. Ouais. Hein. Je sais pas, t'as acheté un truc Zara... Non, mais c'est à 20 balles, t'es pas obligé de le mettre tout le temps. T'as acheté un manteau Max Mara à 600, 700 balles, tu t'es obligé de le mettre, même si tu l'aimes plus. Les 1500 apps à 4 € qu'on a tous, quoi. C'est genre le nombre d'applis où c'est genre 2,99 balles par mois, je m'en tape. Les applis qui te prennent 50 € par mois, tu fais un peu plus attention. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je l'utilise? Est-ce qu'elle me sert? Tu vois, Dynamo, par exemple. Donc, quand on va à Dynamo avec Steph, on n'a pas le droit d'annuler moins de 24 heures avant. Ouais. Okay. Mais sauf que c'est des cours qui coûtent cher. Et donc, en fait, tu y vas, tu t'engages et tu continues d'y aller. C'est fort ce qu'ils ont fait là-dessus. Et je pense que c'est vrai. Il y a un point qui est intéressant pour suivre celui-ci, qui est aussi, du coup, comment est-ce que tu as la conversation parfois, on a des conversations qui peuvent être difficiles. Parfois, on peut les éviter. Autodédicace à moi-même. Sur justement ce truc de dire, là, il y a un problème de paiement avec le client. Ou alors, voilà, il y a ce truc... De paiement genre, le client, il veut pas payer ou qu'il veut pas acheter? Non, il veut pas acheter ou... argent. Sous quelque forme que ce soit. Steph est habillée en jaune poussin et là elle dit argent. Oui. J'espère que vous nous regardez bien sur YouTube, les amis, parce qu'on se met des outfits vraiment très beaux pour vous. Ouais, moi j'ai décidé d'être en orange à chaque fois que j'enregistre. Moi j'ai quand même une gourde avec des glitters dessus, c'est-à-dire que c'est une gourde transcendante, scintillante, quoi. Mais donc voilà, et en fait, tu te dis, je sais pas si c'est trop le bon moment, peut-être ça va casser la relation. Quand c'est au moment de la vente, tu te dis avant même qu'on ait fait la vente. Quand c'est dans le travail... et en plus tu procrastines forcément, quoi. Sur ces sujets-là, et après, t'as jamais envie d'y aller. Exactement.
Je pense qu'il y a le sujet de la confiance qui est valable pendant la vente et pendant la mission. Ouais. Parce qu'aussi, parfois, enfin moi en tout cas, ça m'arrive pas mal, c'est qu'on est dans la mission, j'ai l'impression que ça marche, mais ça marchotte, Ouais. et j'ai l'impression que c'est de ma faute. Ouais. Dans le sens où je laisse pas assez la responsabilité à la personne qui a acheté, quoi. Ouais. Et du coup, il faut avoir cette conversation de dire, bah là, je vois que ça avance pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité ? Qu'est-ce qui est de la tienne ? Et je trouve que c'est hyper dur à avoir parce que j'ai toujours l'impression que quand quelqu'un achète un truc, moi, c'est genre le client est roi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. À la fois, c'est vrai que le client est roi dans le sens où il y a une notion de service, donc il y a une notion de écouter le client, l'aider en fait surtout. Mais parfois, mieux l'aider, c'est aussi de lui dire tu fais pas assez. Ouais. C'est aussi de lui dire là, J'ai besoin ça d'un marche engagement pas. de ta part, Ah. etc. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit changer ? C'est vachement, Ou est-ce que tu es content ? c'est vachement intéressant cette notion de client et roi. Parce que ça veut pas dire le client est un enfant gâté qui, quand il claque des doigts, tu dois faire Exactement. ce qu'il dit. Mais c'est ça qu'on entend un petit peu, je trouve. Ouais. Et particulièrement sur nos sujets où nous, parfois, il y a les clients, ils nous disent « Ah, j'aime pas ça. J'aime pas prospecter dans une salle où il y a tout le monde. » Et donc, nous, le premier réflexe, ça serait de dire « Pas de problème, on va te mettre tranquille. » Mais parfois, nous, on est dans la posture où on sait ce qui Que est c'est ça mieux qui pour les lui et ce qui l'aide. Et donc, je trouve que le client est roi dans le sens, tu dois faire tout ce qui est en ta possession et de moyens pour que ton client réussisse. Et ça ne veut pas dire accéder à toutes ses requêtes. Ah, c'est intéressant ça. C'est très vrai. Ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête, et particulièrement dans les métiers du coaching comme le nôtre et des sujets comme Des la métiers de vente. service, en fait. Exactement. Comme tu le disais tout à l'heure, la personne t'achète parce que tu es expert et elle t'achète pour ce qu'elle ne sait pas qu'elle sait pas. Et ça, c'est notre devoir et notre responsabilité. Et vas-y. Ouais, et ce que j'allais dire, c'est que du coup, ça demande une confiance qui est assez importante. Ouais. Qui est assez importante parce que c'est super dur d'aller voir quelqu'un, lui dire bon, là, faut te réveiller, quoi. Ouais. C'est super dur de dire à quelqu'un là, il faut investir un vrai montant si jamais tu veux voir des résultats, si jamais tu veux que ça ait un impact, etc. Ouais. Et cette confiance, je pense qu'elle s'acquiert de plusieurs manières. Déjà en faisant et en ayant quelques réussites, et au fur et à mesure, on apprend qu'il y a des choses qui marchent et c'est plus facile d'être sûr. Enfin, c'est plus facile de dire je sais que ça marche en fait, j'ai confiance de ça. Et je pense qu'elle s'acquiert aussi en se racontant les bonnes choses. C'est ce qu'on essaye de faire là. Exactement. Et pour revenir sur ce truc d'avoir la conversation du coup sur la valeur et cette conversation sur la valeur monétaire avec ton prospect, déjà, t'as peur au début, tu te dis « Ah, c'est malaisant ». Une fois que tu le fais, mais en fait, tu vois que c'est pas simplement neutre, c'est même positif. Tu te dis, ça accède à un nouveau palier de confiance avec la personne en face de toi, de pouvoir surmonter ça. Tu te dis, c'est aussi créatif, c'est-à-dire que, en fait, peut-être qu'à l'issue de cette conversation, on a créé des choses, il y a eu des solutions qui ont été trouvées auxquelles moi, j'aurais jamais pensé tout seul. Et ensuite, tu te racontes la confiance de te raconter que c'est une bonne chose et que ça va être une bonne chose pour la relation avant même d'entrer dans la conversation. Déjà, et ça vient de l'expérience. Bah oui, déjà, si tu essayes de te raconter que c'est bien d'être le plus cher du marché, il y a plein de choses que tu vas gagner. C'est vachement positif. Je peux citer Cite. Alexander Charles Jeffrey Carlton Coltrop, bref, mon mari quoi, qui facturait dans son travail une prestation et le client dit waouh, c'est cher comme prestation, et il a dit en fait you get the service you pay for. Donc, c'est-à-dire, t'as la prestation pour laquelle t'as payé. Et j'ai trouvé que c'était vachement stylé comme de pouvoir dire ça, c'est assez badass, quoi. Ça veut dire que t'as bien confiance. Ouais, c'est vraiment badass. Et en même temps, il est badass. Mais je veux dire, moi, en tout cas, personnellement, je me suis dit, ah, pour Jab, ça marche. Quand les gens, ils vont te dire, ils me disent, ah oui, vous êtes plus cher et tout. Bah ouais, mais c'est ça, quoi. Tu payes mieux. C'est mieux, ouais. Que tout. Mais non, mais c'est vrai qu'on nous compare beaucoup, par exemple. Ouais. Nous, ouais. On nous compare beaucoup parce que on n'est pas dans les prix du marché, tout simplement parce qu'on ne fait pas ce que le marché fait, quoi. Dans le sens où
il y a beaucoup de formations sur le marché, il y a beaucoup de coachs individuels, mais qui sont plutôt des mentors que des coachs. Ou des exec coachs sur des Des- questions de leadership, mais pas Voilà, du des tout trucs pareil. comme Qu'est-ce ça. qu'on fait? Et nous, ce qu'on fait, c'est assez complet, quoi. Et en plus, on a développé ça depuis très longtemps. Il y a un vrai savoir-faire, quoi. Il y a un savoir-faire et il y a une création. On a créé une propre catégorie, comme tu l'as dit. On est à ce croisement entre de la formation, du coaching, du pur skills de vente, mais aussi beaucoup de leadership de soi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant pour les gens quand ils voient le prix. Mais je trouve que rétrospectivement, tout le monde est aligné et 100% sur l'expérience est unique en fait. Ils arrêtent de nous comparer au marché après le premier jour, quoi. Enfin, tu vois, toutes les choses qui auraient pu se lever en vente ou même avant de venir, un peu je suis curieux de cette formation. C'est drôle d'ailleurs, j'ai remarqué, les clients utilisent beaucoup le mot formation le premier jour quand ils se présentent et plus jamais ils disent le mot formation pour le reste de leur vie. Et je trouve que ça c'est Et du coup, ceux qui continuent à le dire, c'est là où on a un problème en général. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Ouais, non, t'as raison. L'autre truc que je voulais dire, c'est sur la confiance, en fait. Si dans un premier temps, t'as pas confiance dans la valeur de ce que tu délivres, etc., et confiance déjà dans les problèmes que les gens ont. Ouais. C'est-à-dire que essaye de te décentrer un petit peu de toi, est-ce que tu fais bien, etc. Pense déjà que les gens, ils ont des problèmes qui leur coûtent beaucoup d'argent. Si tu contribues à la résolution de ce problème, c'est déjà bien. Ouais. Même si tu le résous pas en entier. Parce que souvent, on entend ça, c'est « Ouais, mais c'est dur de calculer le ROI, c'est dur de résoudre leurs problèmes en entier, etc. » Mais c'est pas ce qu'on cherche en vrai. Ce qu'on cherche, c'est plutôt contribuer à la résolution de ce problème, peut-être à une petite hauteur, peut-être à une grande hauteur. Mais déjà, de baser sa confiance là-dessus, c'est bien. Ouais, c'est excellent. Être une force de résolution, mettre la personne en mouvement. Je vois très bien le coaching sportif, par exemple. Tout le monde est au courant que tu peux faire du sport tout seul dans ton salon et faire 10 burpees, ou tu peux aller avec un coach et en faire 20 et tu pensais même pas que tu les avais en toi, juste parce que le coach est là. Et en faire 100. J'ai fait 100 avec Alex la dernière fois. Oh my goodness. C'était horrible. Enfin, après, c'était trop bien. Et c'était génial. J'avais vraiment... Je l'ai un peu insulté pendant que je l'ai fait. Mais à la fin, t'étais trop contente, non? Ouais, j'étais trop fière. Très fière. Et je pense que c'est vrai ce que tu dis là-dessus, c'est ce truc de... Il ne s'agit pas d'être l'homme providentiel qui va résoudre les produits. Déjà, la personne qui attend ça de toi n'a pas vraiment compris ce dont il s'agit. Et toi-même, ça va plus te mettre dans ce que tu disais un peu tout à l'heure, cette dynamique de dire « Ah, c'est moi qui n'ai pas bien fait, je fais pas assez, je ne suis pas assez. » Versus te dire « Je suis une bonne force là, mais comment je peux être un bon tsunami, quoi? Comment est-ce que j'accélère ?» Je trouve que c'est un bon cadrage du problème de te dire « Je suis une force pour résoudre ce problème. Il y a un problème et je contribue à résoudre. Ah ouais. Comment je le fais mieux? Comment je le fais plus? Comment ce que je fais, c'est déjà bien en vrai. Et ça va t'aider aussi à avoir des conversations derrière sur la valeur. Et puis pour s'habituer à ça aussi, je voudrais qu'on finisse là-dessus. Stop les trucs tout gratuits, quoi. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est clair. Full jingle. Non, mais je trouve qu'il y a une vraie maladie de on veut tout avoir gratuit, les bons plans, les machins, les trucs. Mais en fait, quand on arrête de payer pour les choses, déjà, on s'engage pas dedans et souvent, c'est nul, quoi. Ouais. Je vois... Enfin, alors, je veux pas balancer, mais je vais balancer. Certains incubateurs, on va dire. Certains incubateurs, le principe, c'est qu'ils donnent des ressources gratuites aux gens qui sont incubés. Et ils leur fournissent un maximum de ressources pour qu'eux puissent chercher. Mais déjà, le temps que tu perds à trouver la bonne personne dans toutes ces ressources qu'on te propose, tu perds ton temps. Deuxièmement, les gens qui font ce genre de trucs gratuitement, déjà, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de leur life. Ou alors ils sont rentiers par ailleurs, quoi. Non, mais ou alors que c'est leur seule manière d'avoir des clients et c'est un tout petit peu inquiétant. Hein. Et dernière chose, en fait, au final... Ce que tu vas chercher, c'est pas la bonne chose. Tu vas chercher des conseils, des petits tips, des petits trucs comme ça, un peu à l'arrache, quoi. Mais pas un vrai impact, du vrai changement, des choses de long terme dans lesquelles tu t'engages. Et du coup, en fait, le fait que tout soit gratuit, et tu vois, que les gens ils téléchargent des livres blancs sur LinkedIn et je sais pas quoi, ben, ça dégrade la qualité des choses, ça dégrade ce
ce que tu peux faire, et ça crée aussi des fantasmes sur le fait qu'avec quelque chose de gratuit, tu peux changer ta vie, quoi. Je crois qu'il y a un vrai truc dans ce que tu dis, c'est le problème du Il y a un gratuit. coup quelque part. Oui, bon, déjà, tu te fais spammer de ouf derrière. C'est chiant. Le vrai coup du gratuit, c'est que tu passes à côté de l'opportunité de comprendre ce que ça veut dire d'investir sur soi. Ouais. À quel point ça peut être transformatif. C'est Et vrai. tu passes du coup aussi à côté de l'opportunité de comprendre ta vraie valeur à toi et pourquoi tu devrais facturer. Pas que pour toi et pour les rêves que tu as de te payer tes vacances, mais aussi parce que tu sais que pour la personne en face, si elle met le prix juste et en même temps un peu au-dessus de ce qu'elle pensait mettre, c'est comme ça qu'elle va se mettre en mouvement. Et là-dessus, je te rejoins. Pour moi, je vois la différence entre le contenu gratuit que je peux consommer, je le dis jamais, en témoigne la Ouais, pile, une fois de temps en temps, c'est cool. la Mais pile voilà, d'articles et de livres blancs. bien sûr. Les contenus qui ont changé ma vie, c'est des trucs pour lesquels j'ai payé un prix où je me disais c'est quand même cher pour ce que c'est, et en même temps je l'ai fait marcher et c'était de la bonne qualité à la fin. Je crois aussi, moi personnellement, je fais beaucoup plus confiance aux créateurs qui me proposent des trucs à 300, 400, 500 euros les modules. Parce que par ailleurs, et je trouve que c'est intéressant aussi, j'ai confiance en leur marque, au contenu gratuit qu'ils peuvent mettre en ligne, des podcasts, des trucs. Mais quand il s'agit vraiment d'avoir un impact et de livrer de la valeur, boum, ils mettent un prix sur ce qu'ils font. Et je crois que ça, c'est aussi intéressant. On en parlait en préparant l'émission. Il y a des choses qui peuvent être gratuites, type aussi construire la relation. Et à ce moment-là, tu te fais des échanges de services, tu organises des choses ensemble. On n'est pas en train de dire... Le podcast, c'est gratuit. Voilà, exactement. Voilà. Quand même, on est là. On est quand même en train d'enregistrer un podcast Non, mais gratuit, voilà, les amis. exactement. Donc, on n'est pas du tout en train de dire fuck le... En fait, si on dit fuck le tout gratuit, c'est-à-dire fuck que tout soit gratuit, que tout soit gratuit. c'est sublime qu'il y ait du contenu gratuit, mais il faut bien comprendre que quand on assigne une valeur à quelque chose, c'est pour une vraie raison. Et je pense que c'est intéressant de différencier les deux. De bien faire la différence. Ouais. En fait, le vrai problème pour moi, c'est qu'il y a des gens qui cherchent que tout soit gratuit. Exactement. Voilà. Et ils pensent, en fait, il y a des gens... Et que c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils le cherchent. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir aussi bons avec le tout gratuit qu'en investissant sur eux et avec les choses payantes. Mais c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Mais le nombre de fois où, et nous on l'entend parfois, je vais essayer tout seul, j'ai vu tel blog, j'écoute tel podcast, t'inquiète, je vais faire mon process et ma team de vente, etc. Mais d'ailleurs, ça n'a pas non plus à voir avec les moyens que tu as. On n'est pas en train de dire que c'est pour les plus riches pour devenir meilleurs. Et d'ailleurs, on a un bon exemple de ça avec Ange qui a investi plus que ce qu'il avait sur lui-même dans Grant Cardone, qui a un gourou sales, quoi. Ouais. Donc, c'est pas du tout le sujet, parce que tu investis donc c'est sur le futur, donc c'est sur l'argent que tu vas gagner dans le futur en te disant, si je me forme, donc je vais pouvoir gagner cet argent et rembourser ce que je fais. C'est le principe des prêts d'études, c'est le principe de plein de choses, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, nous, un client qui nous dit je veux me payer ce truc mais j'ai pas la trésor, on trouve toujours des moyens. Bien sûr. C'est jamais... Tu trouves toujours un moyen. L'argent n'est jamais le problème. Exactement. L'argent n'est jamais le problème. Et pour certains, en écoutant ça, vous allez vous dire mais n'importe quoi, machin, non. Bah, venez discuter avec nous, on trouve des solutions. Non mais c'est vrai, on trouve toujours une solution. Et moi j'aime bien aussi ce truc de pensée créatrice. Pensée et parole créatrice. C'est-à-dire que si tu le penses, que t'en parles, que tu essayes de trouver des solutions, tu les trouves. Ouais. On finit là-dessus. C'est beau. All right, guys. See you later.